les dimanches soirs, je range mes boîtes à pilules. Les mêmes contenants en plastique que j'utilise depuis des années, ceux avec des petits couvercles à charnière pour chaque jour, de lundi à dimanche. Je les pose sur le plan de travail de la cuisine, allume la radio et trie mes médicaments. Tension artérielle, cholestérol, le calcium que mon médecin m'ordonne de prendre. Ça me prend environ 10 minutes. Avant, je le faisais pour Herman, mon mari, pendant 37 ans. Il s'asseyait à table en lisant le journal d'Acheville pendant que je rangeais ses médicaments pour le cœur et son anticoagulant. Et il ne disait rien, parce qu'après 37 ans de mariage, le silence était juste une autre pièce dans laquelle on vivait ensemble. Confortable. Chaleureux. Après la mort d'Herman, en 2007, d'une insuffisance cardiaque 3 semaines entre les premiers symptômes et l'enterrement, j'ai continué. Juste pour moi. Ce rituel me maintenait debout quand rien d'autre ne le pouvait. Puis j'ai commencé à le faire pour Ray. Et c'est là que tout a commencé à mal tourner. J'avais enterré un bon homme. Et puis j'ai failli tout donner, tout ce qu'il m'avait laissé. Pas à un voleur masqué, mais à un voleur charmant, en chemise repassée, qui me tenait les portes, se souvenait de mon anniversaire et posait des questions qui ressemblaient à de l'amour, mais qui n'en étaient pas. Si vous êtes une femme de plus de 60 ans et que vous avez commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, un homme attentionné, qui vous écoute et pose des questions qui semblent sincères, restez avec moi. Parce que j'ai confondu l'interrogatoire avec l'intimité, et ça a failli me coûter ma maison, mes économies et l'indépendance qu'il m'a fallu 69 ans à construire. Il y a 3 questions qu'un homme vous posera. Et s'il en pose ne serait-ce qu'une, vous devez vous arrêter et comprendre ce qu'il demande vraiment. Parce que ce qu'il demande vraiment n'a rien à voir avec ce que ces mots laissent entendre. Ray Castella est entré dans un groupe de soutien pour personnes en deuil à l'église méthodiste de Highwood Road, un mardi soir de septembre 2014. J'avais 67 ans. Herman était mort depuis 7 ans. J'y suis allée parce que ma fille Tilda pensait que ça m'aiderait, et parce que la maison était silencieuse d'une manière qui avait cessé d'être paisible pour devenir une punition. Ray était, je veux être précise, beau, de cette beauté que certains hommes âgés ont. Cheveux argentés, bonne posture, aller par le golf, la randonnée ou je ne sais quoi d'autre que les hommes comme Ray font pour garder cette apparence. Il avait 70 ans, retraité d'un poste de cadre commercial. Je n'ai connu les détails que plus tard, parce que Ray était très doué pour poser des questions et très prudent pour y répondre. Il ne m'a pas abordé dans le groupe. Il l'a fait sur le parking, après la réunion. Et il m'a demandé des choses sur Herman. Pas sur sa mort, sur sa vie. Il a dit « Racontez-moi quelque chose à propos de votre mari qui vous a fait rire. » Personne ne m'avait posé cette question. Pas une seule fois en 7 ans. Je lui ai parlé de Herman qui avait essayé de construire un kayak dans le garage. Un professeur de menuiserie capable de fabriquer des étagères et des armoires, mais qui, un hiver, avait décidé de construire un kayak. Et cet engin pesait 200 livres et n'a jamais touché l'eau. Ray a ri. Un vrai rire. Et j'ai pensé, cet homme me voit. Il me voyait, en effet. Juste, il ne regardait pas ce que je croyais qu'il regardait. 3 mois plus tard, dans un restaurant que Ray avait choisi. Un endroit chic à Biltmore Village, bien plus élégant que ceux où je vais habituellement. Nappe blanche, bougies. Il payait, comme il le faisait toujours, ce qui, au début, m'avait semblé généreux, et qui, avec le recul, était stratégique. Au dessert, il a mentionné, avec cette chaleur détendue qui lui était typique, que sa retraite était modeste, qu'il avait eu quelques revers, mais qu'il s'en sortait. Puis il a demandé « Alors, est-ce que vous êtes propriétaire de votre maison ? Est-ce que la pension de votre cabinet dentaire suffit à subvenir à vos besoins ?» Je lui ai répondu. Je lui ai donné les chiffres. La maison, 340 000 $ remboursés. La pension et la sécurité sociale combinées. Assez. Plus qu'assez. Je lui ai dit ça parce que ça ressemblait à 2 adultes qui parlaient de façon pragmatique, comme si on planifiait, comme un partenariat. J'ai observé les chiffres atterrir sur le visage de Ray Castella, comme on observe un homme qui lit un menu qui lui plaît. Ce petit changement, pas de l'avidité, quelque chose de plus discret, de la satisfaction. Le regard d'un homme qui confirme ce qu'il suspectait. La sœur d'Herman, Roona, est venue me rendre visite un mois plus tard. Roona a 79 ans, elle est tranchante comme un scalpel, le genre de femme qui dit une seule chose, et c'est toujours la bonne. Elle a rencontré Ray lors d'un dîner. Il était poli, charmant, chaleureux. Il a complimenté ses boucles d'oreilles.
Il lui a demandé des nouvelles d'Herman, de la même manière qu'il me l'avait demandé à moi, avec cette attention calculée, ce ton qui semble savoir. Après le départ de Ray, Rowena est restée dans ma cuisine en train de sécher un plat, et a dit sans me regarder: Cet homme te regarde comme un charpentier regarde du bois. Il calcule ce qu'il peut construire avec toi. J'étais furieuse. J'ai dit à Rowena qu'elle était injuste, que Ray était gentil, qu'elle ne le connaissait pas. Mais l'image est restée. Un charpentier qui regarde du bois, mesure, calcule, voit du matériel au lieu d'une personne. Comme une écharde plantée dans ma poitrine que je ne pouvais pas atteindre. Maintenant, laissez-moi vous parler d'Herman, parce que le contraste est tout l'intérêt. Herman Presley était professeur de menuiserie au lycée. Il a enseigné le travail du bois et le dessin technique pendant 31 ans dans la même école. Il pouvait fabriquer une étagère qui durerait plus longtemps que la maison dans laquelle elle se trouvait. Il avait construit le berceau de notre fille de ses propres mains. En cerisier, avec des assemblages à queue d'aronde, poncé si finement qu'on pouvait y passer la paume comme sur de l'eau. C'était Herman. Calme. Compétent. Présent. En 37 ans de mariage, Herman ne m'a jamais demandé la valeur de quoi que ce soit. Pas celle de la maison, pas celle de mon salaire au cabinet dentaire, pas celle de notre épargne ou de notre fonds de retraite. Il ne demandait pas, parce qu'il ne pensait pas en ces termes. Nos finances étaient communes parce que nous étions mariés. Nous avions construit une vie ensemble, et l'argent en faisait partie, pas une conversation à part, menée à la bougie dans un restaurant que je ne pouvais pas me permettre. Quand quelque chose devait être fait, le toit, la voiture, les appareils orthodontiques de Tilda, Herman disait « On va trouver une solution ». Et on le faisait ensemble, à la table de la cuisine, avec un crayon et un bloc-notes, pas dans un restaurant avec du vin et des questions calculées. Herman ne savait pas combien valait notre maison quand il est mort. Il savait qu'elle était à nous. Il savait que le porche avait besoin d'être repeint, que le robinet de la cuisine fuyait, que le chêne dans le jardin était celui qu'il avait planté l'année de la naissance de Tilda. Il la voyait comme un foyer, pas comme un actif. Ray, lui, connaissait la valeur de ma maison 90 jours après m'avoir rencontré. Il me l'avait demandé de la même manière qu'un inspecteur des impôts l'aurait fait, enveloppé de chaleur, livré avec un contact visuel, mais toujours dans une optique d'évaluation. Toujours un homme avec un clipoir derrière son sourire. Je ne vous dis pas ça pour que vous deveniez méfiante envers tout homme qui parle d'argent. Toutes les conversations financières ne sont pas des signaux d'alerte. Je vous dis ça parce qu'il y a une différence, et c'est une différence que vous pouvez sentir dans votre corps si vous y prêtez attention. Celle entre un homme qui construit une vie financière avec vous et un homme qui évalue votre vie financière pour lui-même. Le premier dit « nous ». Le second pose des questions sur vous, votre maison, votre pension, vos économies, et écoute les réponses avec une attention particulière qui n'a rien à voir avec l'affection. Ne dites jamais à un homme que vous fréquentez combien vaut votre maison, combien rapporte votre pension, ce qu'il y a sur vos comptes. Pas à 3 mois, pas à 6, pas à 12, pas avant d'avoir observé, sans demander, sans interrogatoire, comment il gère son argent. S'il paie ses factures sans en parler. Si sa retraite est vraiment modeste, ou si modeste est une performance destinée à faire de votre stabilité une opportunité, et de votre générosité une ouverture. Un homme qui commence par des questions financières ne planifie pas une vie avec vous. Il planifie une vie autour de vous. Et la différence entre ces deux choses, c'est la différence entre un partenaire et un entrepreneur qui évalue une rénovation. Si la première question porte sur votre argent, la deuxième portera sur votre espace. Et votre espace, votre maison, votre lit, votre cuisine, votre silence est le dernier territoire que vous contrôlez. Un homme qui vous met la pression à ce sujet ne demande pas de la proximité. Il teste si vous allez le défendre. 5 mois plus tard, Ray suggère qu'il devrait avoir une clé au cas où. Odette, c'est tout. Je lui en donne une. Parce que ça semble raisonnable. Parce que je suis une femme pragmatique et les urgences, ça existe. Et parce que refuser une clé, c'était comme dire que je ne lui faisais pas confiance, et j'avais envie de lui faire confiance. Seigneur, j'avais tellement envie de ça. Puis le rasoir est apparu. Juste un rasoir, sur le bord de mon lavabo. Je l'ai remarqué comme on remarque quelque chose de déplacé dans une pièce que l'on connaît par cœur. Pas de l'alarme, juste une petite dissonance. Puis des pantoufles près de la porte d'entrée. Puis un peignoir, son peignoir, en flanelle bleu foncé, accroché derrière la porte de ma chambre. Il n'a jamais demandé à emménager. Il a migré, objet par objet, habitude par habitude, présence par présence.
Comme la marée qui monte, on ne remarque pas l'eau qui monte jusqu'à ce que vos chaussures soient mouillées. Un dimanche soir, et c'est la partie que je veux que vous entendiez, j'étais à la cuisine en train de ranger mes boîtes à pilules. Mon rituel. Mes 10 minutes. Et j'ai baissé les yeux pour réaliser que j'étais en train de ranger les pilules de Ré aussi. Ces médicaments pour la tension, ces statines, dans mes contenants, dans ma maison, sur mon plan de travail. J'avais organisé les pilules de Ré de la même manière que j'avais organisé celles d'Herman pendant 36 ans. Les mêmes contenants en plastique, les mêmes dimanches soirs, le même plan de travail. La seule différence, c'est qu'Herman était mon mari depuis 37 ans. Ray était un homme que je connaissais depuis quelques mois, et j'organisais déjà sa vie comme j'avais organisé celle d'Herman, sans qu'on me le demande, sans qu'on me remercie, sans même remarquer la transition. J'ai arrêté en plein milieu. J'ai posé les pilules. Je suis juste restée là, dans ma cuisine, les mains sur le plan de travail, à regarder ces deux séries de médicaments alignés côte à côte, les miens et les siens. Et j'ai senti quelque chose de froid me traverser. Pas de la peur. De la reconnaissance. Je recommençais. J'étais en train de construire ma vie autour des besoins d'un homme, d'organiser, de gérer, de m'adapter, de me rendre utile de cette manière qui vous rend invisible. 4 mois plus tard, j'avais déjà commencé à disparaître dans sa routine, comme j'avais disparu dans celle d'Herman. Sauf qu'Herman l'avait mérité, après 37 ans de mariage. Et Ray n'avait rien mérité, à part ma solitude. Quand j'ai mentionné prudemment, comme on mentionne les choses quand on teste si on a le droit d'avoir des préférences dans sa propre maison, que je voulais garder mon espace, que je n'étais pas prête à ce que quelqu'un soit là tous les soirs, la chaleur de Ray a changé. Pas de manière spectaculaire. Ray n'était jamais spectaculaire. Il était mesuré. Contrôlé. Ces changements d'humeur étaient si subtils qu'on se demandait si on les avait vraiment sentis. Je croyais qu'on avait quelque chose de vrai, Odette. Tu ne me fais pas confiance? De quoi as-tu peur? Chaque question était formulée comme une blessure. Chaque question fonctionnait comme une pression. Il transformait mon besoin d'espace en preuve de mon insuffisance, de ma peur, de mon froideur, de mon incapacité à aimer pleinement. Si je l'aimais assez, je voudrais qu'il soit là. Si je lui faisais assez confiance, la clé ne me dérangerait pas. Si je n'avais pas si peur, et ce mot « peur » était utilisé comme un instrument chirurgical, j'accueillerais chez moi un vrai partenaire. Cette nuit-là, je suis restée allongée dans mon lit, dans ma chambre, dans ma maison. Et j'ai repassé la conversation en boucle en essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal. C'est ça, l'effet de ces questions. Elles inversaient l'accusation. Je n'étais plus une femme qui protégeait ses limites. J'étais une femme qui échouait dans l'amour. Et j'y ai cru. Pendant un moment, j'y ai cru. Ma fille Tilda est venue me voir environ 1 mois après l'apparition des pantoufles. 6 mois après le début de ma relation avec Ray. Tilda a 49 ans, elle est pragmatique, directe et ne supporte pas les imbéciles. Elle a traversé ma maison comme un détective traverse une scène de crime. Elle remarquait tout, ne commentait rien. Le rasoir près du lavabo, les pantoufles près de la porte, le peignoir accroché, la bouteille de whisky sur le plan de travail, que je ne bois pas, ses lunettes de lecture sur la table basse, sa veste sur la chaise. Elle s'est tenue dans la cuisine, ma cuisine, où j'avais rangé les pilules d'Herman pendant des décennies, où je rangeais maintenant celles de Ray, et elle m'a regardée avant de dire « Maman, il ne te rend pas visite. Il emménage. C'est tout. Tu n'as juste pas été invitée à donner ton avis. » J'ai ouvert la bouche pour défendre Ray, pour expliquer la clé, les urgences, la manière dont tout s'était fait progressivement, comment rien de tout ça ne ressemblait à une intrusion, parce que chaque objet était arrivé un à un, de manière amicale et discrète, et je n'ai pas pu finir ma phrase. Parce que ma fille se tenait dans ma cuisine, entourée des affaires d'un homme, et je ne pouvais pas me souvenir du moment où j'avais invité qui que ce soit. Tilda n'a pas insisté. Elle a juste laissé la phrase en suspens, et elle est restée en moi comme une pierre pendant les 3 semaines suivantes. Vous écoutez encore, et je pense que vous écoutez encore parce que vous aussi, vous avez donné une clé à quelqu'un. Ou vous avez remarqué des choses apparaître chez vous que vous n'y aviez pas mises. On vous a demandé « Pourquoi tu ne me laisses pas entrer ?» avec une voix qui semble blessée, mais qui ressemble à un poing dans un gant de velours. J'ai besoin que vous entendiez ce que je vais dire. Votre maison est la dernière chose qui vous appartient entièrement. C'est le seul endroit sur cette terre où chaque décision vous revient. Qu'est-ce qui va sur les murs? Qu'est-ce qui traîne sur le plan de travail? Qui dort dans le lit? Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas sujet à discussion.
Et tout homme qui répond à un non par de la culpabilité, de la blessure, de la pression, ou ce regard blessé conçu pour faire de votre limite une trahison. Cet homme vous montre exactement pourquoi la réponse doit être non. Je veux vous parler de Douglas, parce que le contraste compte. Douglas Whitfield, l'homme que je fréquente maintenant, ça fait 2 ans et quelques mois. Il n'a jamais suggéré de rester dormir sans y être invité. Quand je lui ai proposé un tiroir après 8 mois, il a dit « Es-tu sûr que c'est ton espace ?» 3 mots qui m'ont en dit plus sur son caractère que tout ce que Ray avait dit en 11 mois. Ne justifiez jamais votre arrangement de vie à un homme que vous fréquentez. Vous ne devez à personne d'explication pour vouloir votre propre lit, votre propre cuisine, votre propre silence du dimanche soir. Non est une phrase complète, et le bonhomme l'entendra et hochera la tête. Le mauvais l'entendra et commencera à négocier. Si la première question porte sur votre argent et la deuxième sur votre espace, la troisième portera sur votre liberté. Et c'est la plus difficile à voir parce qu'elle est déguisée en amour. 8 mois après le début de notre relation, j'ai mentionné à Ray, comme on mentionne les choses à quelqu'un avec qui on est à l'aise, que j'avais déjeuné avec Vernon. Vernon Hale, un ancien collègue de Herman du lycée. Il enseignait l'histoire. Lui et Herman avaient l'habitude de s'asseoir sur le porche le dimanche et de discuter des techniques de menuiserie. Vernon préférait les outils électriques. Herman jurait par les outils manuels. Et après la mort d'Herman, Vernon avait pris des nouvelles de moi. Déjeuner 2 fois par an, un vieux ami, rien de plus, rien de moins. J'ai dit, j'ai déjeuné avec Vernon aujourd'hui, il te passe le bonjour. Ray était assis dans mon salon, dans mon fauteuil, celui près de la fenêtre, qui était devenu le sien sans discussion. Il lisait quelque chose sur son téléphone. Il a levé les yeux. « Où es-tu allé ?»« À Pupello, mon chéri. »« Juste tous les deux ?»« Oui, c'est toujours juste nous deux. C'est un vieux ami. Combien de temps êtes-vous restés ?» 3 questions, les unes après les autres, livrées avec cette même voix chaude et détendue. Pas d'agressivité, pas d'accusation, juste de la curiosité, de l'intérêt, un homme qui se soucie de votre journée. Sauf que moi, je suis hygiéniste dentaire. J'ai passé 34 ans à regarder dans la bouche des gens, à lire les petits signes, le sursaut avant que la sonde ne touche, la tension dans la mâchoire, la manière dont quelqu'un respire quand il est nerveux. Je suis formée pour remarquer ce que les gens ne disent pas avec leurs mots. Et ce que le corps de Ray disait, ce changement dans sa posture, la manière dont ses yeux restaient posés sur moi une demi-seconde de trop après chaque réponse, cette légère tension dans son pouce contre l'écran du téléphone. Ce n'était pas de la curiosité, c'était un audit. Il me demandait où j'étais allée de la même manière qu'on suit un colis. Pas par amour, mais par inventaire. Il avait besoin de savoir où j'étais, avec qui, combien de temps. Pas parce qu'il s'inquiétait pour ma sécurité, mais parce qu'il cartographiait mes déplacements, construisait dans sa tête un emploi du temps des allées et venues d'Odette. Et chaque trou dans cet emploi du temps, chaque heure non comptabilisée, chaque nom qu'il ne reconnaissait pas, chaque déjeuner qu'il n'avait pas approuvé, c'était un problème. Les questions ont continué, pas tous les jours. Ray était trop intelligent pour ça. Un interrogatoire quotidien aurait été évident. Même moi, j'aurais vu ça. Il les espaçait tous les 3 ou 4 jours, parfois une semaine, de sorte que chacune semblait isolée. Raisonnable. Juste un homme qui prend des nouvelles. Mais la fréquence a augmenté, et les questions sont devenues plus précises. Où suis-je allé mardi? Pas. Comment s'est passée ta journée? Mais où es-tu allé? Qui m'avait conduite chez le coiffeur? Pourquoi mon téléphone était-il éteint pendant 1 heure mardi après-midi? Est-ce que j'avais fait un arrêt après le supermarché? Je me souviens de la question du supermarché. C'était un samedi. J'étais allée chez Ingles pour acheter quelque chose et, sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans un centre de jardinage parce qu'ils soldaient des chrysanthèmes et je voulais quelque chose sur le porche pour l'automne. J'ai mis peut-être 30 minutes de plus. Quand je suis rentrée, Ray était debout dans la cuisine. Ma cuisine. Et il a dit, très chaleureusement, très naturellement, « J'ai essayé de t'appeler. Tu es parti longtemps. » Longtemps. Comme si 90 minutes au supermarché et dans un centre de jardinage étaient une absence qui nécessitait une explication. Comme si une femme de 70 ans qui achète des chrysanthèmes devait rendre des comptes. Chaque question arrivait enveloppée d'affection. « Je m'inquiète juste pour toi, Odette. J'aime savoir que tu es en sécurité. Je t'ai appelé parce que ta voix me manquait. » Les mots étaient ceux de l'amour. La fonction, c'était de la surveillance.
Et la ligne entre ces deux choses est si fine que la plupart des femmes, même les femmes intelligentes, expérimentées, compétentes, ne la voient pas avant de se retrouver à rendre des comptes. Avant d'avoir déjà commencé à envoyer un message en partant de chez elle, un message en arrivant, un message en repartant pour rentrer, avant que la considération ne devienne de la soumission et qu'elle ne puisse plus se souvenir où l'une finissait et où l'autre commençait. J'ai commencé à le faire. J'ai commencé à dire à Ray où j'allais avant de sortir de la maison, pas parce qu'il me l'ordonnait. Ray n'a jamais ordonné quoi que ce soit. Il n'en avait pas besoin. Les questions étaient plus faciles à prévenir qu'à répondre. Si je lui disais à l'avance, l'interrogatoire après coup n'avait pas lieu. Si je lui communiquais mon emploi du temps par anticipation, je pouvais éviter le silence qui suivait quand je ne le faisais pas. Ce silence particulier qui n'était pas de la colère, mais quelque chose de pire, de la déception. Comme si je l'avais trahi en ayant une heure qu'il ne pouvait pas comptabiliser. Je gérais son anxiété en abandonnant ma vie privée. Et je me disais que c'était juste de la considération, juste de l'attention, juste ce qu'on fait quand on est en couple avec quelqu'un qui se soucie de vous. Voilà comment ça marche. Voici le mécanisme. Il ne vous met pas en cage. Il ne construit jamais de cage. Il vous dresse à construire votre propre cage, à y entrer et à appeler ça de l'amour. Et les barreaux sont faits de ces questions. Et la serrure est faite de votre désir d'éviter son silence. Et vous fermez la porte vous-même parce que c'est plus facile que d'expliquer pourquoi vous avez acheté des chrysanthèmes sans lui en parler d'abord. Laissez-moi vous parler de Connie parce que c'est grâce à elle que j'ai ouvert les yeux. Connie Nguyen. Connie est ma plus proche amie depuis qu'on a travaillé ensemble au cabinet dentaire dans les années 90. Elle a 74 ans, veuve depuis 5 ans avant moi. Elle a commencé à fréquenter un homme nommé Gideon environ 1 an après la mort de son mari. Gideon était un ancien militaire, discipliné, soigné, respectueux en public, l'appelait « ma chérie » et lui ouvrait toutes les portes. Gideon a posé à Connie les mêmes 3 questions. D'abord, des questions financières, sa maison, sa pension, l'assurance vie de son défunt mari. Ensuite, la pression pour l'emménagement, une clé, puis des nuits chez elle, puis practically une installation, puis le suivi, où elle allait, qui elle voyait, pourquoi elle n'avait pas répondu au téléphone à 14h15 un jeudi. Connie a répondu à toutes les questions, parce que Gideon les posait avec tant de chaleur. Parce qu'après des années de solitude, avoir quelqu'un qui se soucie assez de vous pour vous demander où vous êtes, ça ressemble à de l'amour. Ça ressemble à être vu, et la solitude peut vous faire confondre la surveillance avec le fait d'être remarqué. Connie a perdu 18 000 $. Pas volé, dépensé, les dettes de Gideon couvertes avec son argent, le train de vie de Gideon financé par ses économies. Elle n'a remarqué le total que quand son fils a sorti ses relevés bancaires, les a posés sur la table de la cuisine et a dit « Maman, où est passé cet argent ?» Connie m'a raconté toute l'histoire un matin, autour d'un café, à notre endroit habituel, une banquette au Waffle House de Tunnel Road, là où on a eu toutes nos conversations importantes depuis 1992. Elle a remué son café longtemps, puis elle a dit « Chaque question que Ray t'a posée, Gideon me l'a posée, chaque seule, et j'y ai répondu à toutes parce que je pensais que répondre, ça voulait dire que j'étais ouverte. Je pensais que ça voulait dire que j'étais courageuse. Je ne comprenais pas que je lui facilitais juste les choses. » Cette phrase, « lui faciliter les choses », est restée avec moi pendant des jours. Puis j'ai entendu parler de Judith, grâce au réseau de Connie. Et je veux que vous compreniez ce qu'est ce réseau, parce que vous en avez probablement un, vous aussi. C'est le circuit informel de femmes âgées qui partagent des informations sur les hommes de la même manière qu'un quartier partageait autrefois des informations sur un plombier qui facturait trop cher. Un coup de fil par-ci, un nom mentionné à l'église, une amie d'une amie qui dit « Attendez, ce nom me dit quelque chose ». Des femmes qui protègent d'autres femmes avec rien d'autre qu'un téléphone et une mémoire longue. Grâce à ce réseau, j'ai appris que Ray Castella avait eu une partenaire avant moi, une femme nommée Judith. Même ville, même approche. Judith avait 68 ans quand elle a rencontré Ray. Il était charmant, attentionné. Il lui a demandé des détails sur sa maison, ses finances, son emploi du temps. Il a emménagé progressivement. Il surveillait ses déplacements. Et puis, parce que Judith a répondu à toutes ses questions, parce qu'elle lui a donné toutes ses clés, parce qu'elle l'a laissé construire sa vie dans la sienne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de séparation entre ses besoins et ses ressources.
Ray a accumulé des dettes dans des arrangements qui impliquèrent le crédit de Judith, son nom sur des documents, sa maison comme garantie. Judith a dû vendre la maison pour régler ce qu'il l'avait embarqué à faire. Elle avait 71 ans. Elle a emménagé chez sa fille à Knoxville. Elle a perdu sa maison, la maison dans laquelle elle avait vécu 30 ans, la maison qu'elle avait partagée avec son mari, la maison où ses petits-enfants avaient appris à marcher, à cause d'un homme qui avait posé les bonnes questions dans le bon ordre, avec la bonne voix. Puis elle a disparu de la vie publique, comme le font les femmes quand elles ont honte de ce qui leur est arrivé, même si ce qui leur est arrivé n'était pas de leur faute. Je n'étais pas spéciale. Je n'étais pas l'amour de la vie de Ray Castella. J'étais simplement la suivante dans la série, la prochaine maison, la prochaine pension, la prochaine femme dont la solitude l'avait poussée à répondre à des questions qu'elle aurait dû laisser en suspens. Cette nuit-là, j'ai appelé Tilda. J'ai dit « Tu avais raison sur tout ». Tilda n'est pas du genre à dire « Je te l'avais dit ». Elle est trop gentille pour ça et trop intelligente. Elle a dit « Je suis juste contente que tu sois sortie de là, maman ». J'ai rompu avec Ray le lendemain, en personne, dans un café, un endroit public, parce qu'à ce moment-là, je comprenais qu'un homme dont la chaleur se transforme en froideur quand vous posez une limite est un homme avec qui on ne s'affronte pas seul. Il était confus. Ou il a feint la confusion, ce qui revenait au même avec Ray. Il a dit que je réagissais de manière excessive. Qu'est-ce que je laissais les autres empoisonner notre relation? Que j'avais peur de l'amour. J'ai dit « Je n'ai pas peur de l'amour, j'ai peur de toi ». Et ce sont deux choses très différentes. Je suis rentrée chez moi. Je suis entrée dans ma maison. J'ai ramassé son rasoir, ses pantoufles, son peignoir, son whisky, ses lunettes de lecture, ses boîtes à pilules. Je les ai mis dans une boîte. J'ai posé la boîte sur le porche. J'ai changé la serrure. Et je me suis assise dans ma cuisine. Ma cuisine, mon plan de travail, mon silence. Et j'ai rangé mes pilules, juste les miennes. Un homme qui vous respecte n'aura jamais besoin de savoir où vous êtes à chaque minute. Il ne vous demandera pas avec qui vous avez déjeuné, ni pourquoi vous êtes parti 2 heures, ni qui vous a appelé à 21 heures. Il n'aura pas besoin de le savoir, parce qu'il vous fait confiance. Et la confiance ne pose pas de questions. Elle n'en a pas besoin. Un homme qui a besoin de savoir où vous êtes à chaque minute ne vous respecte pas. Il fait l'inventaire de votre liberté. Et si vous le laissez faire, il la réduira lentement, doucement, avec des questions qui ressemblent à de l'attention et qui ont le goût de l'amour, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus quitter votre maison sans faire un rapport. Je veux vous parler de Douglas, parce que vous devez entendre à quoi ressemble la bonne chose après avoir entendu la mauvaise pendant si longtemps. Douglas Whitfield, 77 ans, professeur de maths à la retraite. Veuf depuis 3 ans quand on s'est rencontrés. Grand, mince, légèrement voûté, comme le deviennent les hommes grands après des décennies passées à se pencher pour parler à leurs élèves. Je ne l'ai pas rencontré dans un groupe de deuil, ni dans une activité à l'église, ni dans aucun des endroits où l'on s'attend à ce que les personnes âgées se rencontrent. Je l'ai rencontré à la bibliothèque publique de Haywood Road. Il rapportait une biographie de John von Neumann, ce qui vous en dit long sur Douglas. Un homme qui lit des biographies de mathématiciens pour le plaisir n'est pas un homme qui a le temps pour des jeux. Notre premier rendez-vous a été un café. 90 minutes dans un endroit près de la rivière. Il a parlé de sa femme défunte, Alma, avec tendresse. Pas le chagrin joué que Ray utilisait comme une clé pour déverrouiller la sympathie, mais le vrai, celui qui vous serre encore la gorge quand vous prononcez un nom que vous utilisiez tous les jours. Il a bafouillé. Elle aurait aimé cet endroit. Et il a dû s'arrêter. On ne peut pas feindre cette pause. Ray pouvait feindre l'intérêt. Il pouvait feindre la chaleur. Mais il n'aurait pas pu feindre ce bafouillement. Douglas m'a demandé des nouvelles d'Herman. Je lui ai parlé du kayak de 200 livres qui n'a jamais touché l'eau. Il a ri. Un rire différent de celui de Ray. Moins poli. Plus surpris. Le genre de rire où la personne ne s'attendait pas à rire, et ça la prend au dépourvu. J'ai aimé ça. J'ai aimé être avec quelqu'un qui pouvait être pris au dépourvu. 3 jours plus tard, j'ai reçu une carte. Une vraie carte. Avec de l'encre et du papier. L'écriture de Douglas, petite, précise, légèrement penchée vers la gauche, comme un homme qui réfléchit avant d'écrire. 4 lignes. Pour me remercier de la soirée. Pour dire qu'il avait apprécié la conversation sur Herman et Alma. Pour espérer qu'on pourrait recommencer, si j'étais d'accord. Aucune question. Pas une seule.
Pas sur ma maison, pas sur ma pension, pas sur mon emploi du temps du mardi, ni mon rendez-vous chez le coiffeur du jeudi, ni le solde de mon compte-retraite. Juste de la gratitude. Juste un homme qui avait passé un bon moment avec une femme et voulait qu'elle le sache. Je n'avais pas reçu de carte manuscrite d'un homme depuis que Herman me courtisait en 1968. À l'époque, il me laissait des mots sur la table de la cuisine avant d'aller à l'école. Rien de compliqué. Juste bonjour, oh, à ce soir. Simple, vrai. Je me suis tenue dans ma cuisine, la carte de Douglas à la main, et j'ai compris, pas avec ma tête, mais à cet endroit en dessous de la pensée, là où le corps sait les choses avant que l'esprit ne suive, la différence entre être poursuivi et être respecté. Ray me poursuivait. Douglas me respectait. Ray collectionnait des informations. Douglas offrait les siennes. Ray posait des questions. Douglas écrivait des cartes de remerciement. C'est toute la différence. Et il m'a fallu 69 ans, un mari mort et un homme dangereux pour l'apprendre. Douglas vient chez moi le mercredi soir, maintenant. Il apporte un livre. Il s'assoit sur le porche. Parfois on parle, parfois on lit. Il ne me demande pas où j'étais le mardi. Il ne me demande pas des nouvelles de Vernon, ni de mon rendez-vous chez le coiffeur, ni du solde de mon compte épargne. Il vient et il est content que je sois là. Et quand il part, ma maison est toujours mienne. Mes pilules sont toujours miennes. Mon silence est toujours mien. Voilà à quoi ressemble l'amour après 60 ans. Pas un audit, pas un inventaire, pas un homme qui calcule ce qu'il peut construire avec vous. L'amour, ça ressemble à une carte manuscrite, à un homme qui apporte un livre et s'assoit sur votre porche, à quelqu'un qui voit vos limites et dit « bien sûr », à des mercredis soirs sans question posée.